C'est vraiment tout ce qu'il a fallu pour déclencher une guerre totale. Ouais, une guerre de 5 ans quand même. Exactement. Et pas de meurtre dissimulé, hein, pas de fraude fiscale avec des millions en jeu, ni double vie secrète. Juste des mots sur un papier. Voilà, juste 22 mots griffonnés au fond d'un tiroir. Et il suffit de se représenter la scène, en fait. Un homme s'éteint et il laisse derrière lui un héritage familial super complexe. Avec une maison remplie de souvenirs, des comptes en banque, enfin toute une vie à diviser. C'est ça. Et au beau milieu de ce deuil, il y a cette simple phrase laissée sur un testament qui va allumer un incendie judiciaire acharné. Et pas entre n'importe qui, entre la femme qu'il aimait à la fin de sa vie et les enfants de son premier mariage. Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. On plonge dans une affaire qui fait froid dans le dos tellement elle est banale, au fond. Bonjour, oui, je suis ravie d'être là. Cette affaire, c'est vraiment un cas d'école absolument redoutable. Alors notre source d'aujourd'hui, c'est une décision de justice qu'on a tirée de la revue du notariat belge de 2024. Tout à fait. C'est un jugement qui a été rendu par le tribunal de la famille francophone de Bruxelles le 25 avril 2024, très précisément. Bon, décortiquons tout ça. Le droit des successions, vu de l'extérieur, on se dit souvent que c'est incroyablement aride. Ah bah c'est sûr que ça a la réputation d'être réservé aux théoriciens dans des vieux codes poussiéreux. Ouais, mais quand c'est l'argent de ta propre famille qui est sur la table, quand il s'agit de savoir qui va changer les serrures de la maison d'enfance, Ah, là, soudainement, la théorie devient super viscérale. carrément. Alors, le but de notre analyse aujourd'hui, c'est justement de traverser cet écran de fumée qu'est le jargon juridique. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la justice est obligée de se métamorphoser. Le juge, il ne peut plus juste appliquer froidement la loi. Il doit faire quoi alors? Il doit devenir une sorte de linguiste, un archéologue de la pensée, pour essayer de deviner une intention disparue à partir de quelques syllabes. C'est fou. Bon, posons les bases factuelles de l'histoire. La situation de départ tourne autour d'un homme. On va l'appeler Jean B. Très bien. Jean B, qui décède le 11 février 2019. Et il laisse deux camps face à face. D'un côté, sa seconde épouse, Norberte C. Et de l'autre, 2 enfants de son premier mariage, Sarah et Bernard. Et l'enjeu financier, il est pas mince, hein. On parle de comptes bancaires, de titres financiers, de meubles. Oui, mais le point de cristallisation, le vrai problème, c'est une maison d'habitation qui est en indivision. Ok, le décor est planté. Et le catalyseur de toute cette confrontation, c'est ce fameux testament. Un testament holographe daté du 20 mars 2016, et ça c'est crucial. Holographe, ça veut bien dire écrit à la main, c'est ça? Exactement. Rédiger un testament holographe, ça veut dire l'écrire entièrement de sa propre main, le dater, le signer, et surtout sans la supervision d'un notaire au moment où on l'écrit. Donc c'est un acte de liberté absolue. Oui, mais c'est aussi un saut sans parachute. La personne qui écrit utilise des mots de tous les jours, ou alors, pire, elle essaye d'utiliser du vocabulaire juridique sans vraiment en maîtriser les conséquences. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. La phrase au centre de la discorde, je l'ai sous les yeux. Je la cite au mot près. Attention. Vas-y, on t'écoute. Alors, il écrit « Je lègue la totalité de ma part non réservataire de mes biens à mon épouse Norberte C. et, à défaut, à ses enfants Micheline et Gertrude S. » Et voilà. Le piège se referme. Mais attends, je fais une pause là. Mais- Parce que, à la première lecture, moi je trouve que ce texte, il est d'une limpidité absolue. Ah, tu trouves? Bah oui, le système belge, bon, comme beaucoup d'autres, il impose une réserve, une part d'héritage qui est verrouillée pour les enfants. C'est ça. Et là, Jean B, il écrit noir sur blanc qu'il prend l'autre part, la part libre, la part non réservataire, et qu'il la donne intégralement à sa femme. Mathématiquement, oui. Donc la mathématique est respectée, la volonté a l'air super claire. Je vois vraiment pas comment cette simple phrase a pu bloquer des tribunaux jusqu'en 2024. C'est parce que l'erreur, c'est de croire que le droit successoral, c'est juste une feuille de calcul. Ah bon? C'est pas qu'une question de pourcentage. Pas du tout. Le conflit féroce entre l'épouse et les enfants, il ne porte pas sur la quantité. Le pourcentage que Norbert doit recevoir, tout le monde est d'accord là-dessus. D'accord, mais alors ils se battent sur quoi? Sur un terrain beaucoup plus subtil, ils se battent sur la nature juridique de la transmission. Ok, on rentre dans le dur. Sous l'ancien Code civil, qui s'applique à cette succession, la question posée au juge, elle est binaire, mais elle est explosive. Est-ce que ce texte, c'est un lex universel ou un lex à titre universel? Legs universel ou legs à titre universel, franchement, ces deux termes, ils ont l'air de sortir de la même usine à jargon. C'est vrai que ça se ressemble énormément.
On pourrait croire que le fait d'ajouter à titre au milieu, c'est juste une petite nuance de style. Alors qu'en fait, si je comprends bien, c'est ça qui va définir qui garde physiquement le contrôle de la maison. C'est brutalement ça. Je t'explique. Le legs universel, c'est défini par l'article 1003. Ça donne vocation à recevoir l'intégralité du patrimoine. Donc si le juge dit que c'est un legs universel, Si le juge colle cette étiquette sur les mots de Jean B, l'épouse Norberte, elle absorbe l'entièreté de la propriété physique. La maison, les meubles, tout lui reviennent plein droit. et les enfants dans tout ça, hein, Sarah et Bernard, ils ont quand même droit à leur réserve légale, non? Oui, mais ils se retrouvent dépouillés de tout droit sur les biens tangibles. Leur héritage, il se transforme en ce qu'on appelle une simple créance d'indemnisation. Une créance. Donc ils deviennent les banquiers de leur belle-mère, en gros. Voilà, ils sont créanciers, ils peuvent lui réclamer une somme d'argent équivalente à la valeur de leur part, mais ils perdent tout lien juridique avec les briques de la maison de leur enfance. Waouh. Ok. Mais si on bascule sur la deuxième option, le legs à titre universel, Là, la mécanique s'inverse complètement. L'article 1010, ça désigne l'attribution d'une quote-part, d'une fraction du patrimoine. ce qui veut dire que la belle-mère reçoit sa valeur mathématique, mais les enfants conservent leur réserve en nature. Exactement. Ils ne sont plus juste là à attendre un chèque, ils deviennent officiellement copropriétaires des biens physiques. C'est ce qu'on appelle l'indivision. Oui, ils ont un droit de regard direct sur le canapé, le jardin, la toiture. C'est un changement de paradigme total. Donc c'est une copropriété forcée. Et c'est là le drame. L'indivision nécessite l'unanimité pour les décisions importantes. C'est un lien super serré entre des personnes qui, dans ce genre de cas, se détestent souvent cordialement. Attends, pour rendre ça super concret pour ceux qui nous écoutent, on va faire une analogie. On va visualiser le patrimoine de Jean B comme une grande tarte aux pommes au milieu de la table. J'aime bien cette image, vas-y. Si le juge valide le legs universel, le scénario de la belle-mère, c'est comme si Norbert prenait la tarte entière, elle rentre dans sa cuisine et elle ferme à clé. C'est tout à fait ça. Les enfants de Jean B, ils n'ont même pas le droit de voir la tarte. Et en échange, Norbert sort son chéquier, elle calcule le prix de leur part et elle glisse les billets sous la porte. Elles gardent l'objet physique, eux, ils ont le cash. La dépossession matérielle contre une compensation financière. Mais dans le deuxième scénario, le legs à titre universel, la dynamique est étouffante. Ah oui, parce que la tarte, elle reste au milieu de la table du salon. Norbert a les mains d'un côté de l'assiette, Sarah et Bernard ont les mains de l'autre. Et personne ne peut couper une part ou même déplacer le plat sans demander l'accord de l'autre camp. Ils sont menottés ensemble autour de ce patrimoine matériel. On comprend mieux pourquoi ils ont payé des avocats pendant des années. C'est clair, ce n'est pas un débat abstrait. C'est pour savoir qui a le pouvoir absolu sur l'histoire matérielle de la famille. Et ça nous amène aux stratégies qu'ils ont utilisées devant le tribunal. Parce que c'est fascinant de voir comment ils lisent la même phrase de deux manières opposées. Commençons par Norbert, l'épouse. C'était quoi son argumentel? Elle s'appuie sur la fin de la phrase de Jean B, la fameuse clause de substitution, quand il écrit « et » à défaut à ses enfants, Micheline et Gertrude. Ah, donc les enfants de Norbert. Voilà. Son argument, c'est de dire « Écoutez, si mon mari a pris la peine de prévoir que ses biens iraient à ma propre famille si je mourais avant lui, c'est la preuve éclatante qu'il voulait écarter ses propres enfants de la maison. » Ah ouais, je vois. Pour elle, cette clause prouve une volonté de transmission exclusive. C'est la marque d'un legs universel. Eh ben, je me fais l'avocat du diable une seconde, mais cet argument, il a un poids psychologique de dingue. C'est vrai que ça s'entend. Jean B, il a littéralement tracé une ligne qui contourne ses propres enfants pour pointer vers Micheline et Gertrude. Comment Sarah et Bernard, les enfants biologiques, peuvent contrer une intention aussi évidente? Eh bien, Sarah et Bernard, ils ont été très malins. Ils n'ont pas cherché à se battre sur le terrain des émotions ou de la psychologie. Ils ont ramené ça à l'administration. La paperasse, l'arme absolue. C'est ça. Pour prouver que c'était un legs à titre universel, ils ont posé sur le bureau du juge des documents officiels, un acte d'hérédité, des déclarations de succession. Qui avait été fait juste après le décès. Exactement. Et ces documents montraient que, face aux impôts et aux banques, la succession fonctionnait déjà comme une copropriété en indivision. Ah, malin. Ils ont dit au juge, regardez, on est déjà en indivision dans les faits, confirmez-le juste juridiquement. C'est exactement leur ligne de défense. L'intention émotionnelle contre la réalité administrative. Mais ce qui est un vrai truc de fou dans notre source, c'est découvrir que la justice elle-même, elle savait pas comment trancher ça. Ah, le chaos doctrinal? Mais oui, les experts du droit, les gens qui écrivent les règles, ils se font une guerre ouverte sur l'interprétation de cette simple formule. Le clivage est historique. En gros, ça porte sur la nature même du concept de la part non réservataire.
La fameuse quotité disponible. Voilà. Il y a une partie de la communauté juridique qui affirme, de manière super stricte, que léguer la portion maximale autorisée par la loi, ça équivaut toujours à un legs universel. Leur logique, c'est de dire, il donne tout ce qu'il a le droit de donner, donc c'est une volonté de tout donner. Exactement. Puisqu'il donne son maximum légal, on doit considérer ça comme une vocation à l'universalité des biens. Ben, ça me semble hyper logique. Si la loi me bloque à 50% et que je donne 50%, j'ai donné le maximum. Sur quoi l'autre partie de la doctrine peut bien se baser pour contester ça? L'autre camp, et c'est là qu'on retrouve des professeurs de renom comme Jean-Louis Ranchon, ils ont une approche beaucoup plus rigide sur le vocabulaire. C'est-à-dire? Ils refusent d'assimiler le maximum possible au mot « tout ». Pour eux, le droit, c'est de la précision implacable. Ok. Dès l'instant où tu utilises un mot comme « part »,« portion » ou « fraction », tu restreins conceptuellement ton legs, même si cette part, c'est le maximum mathématique. D'accord. Donc parce qu'il a dit une part, ça reste un morceau. C'est ça, techniquement, ça reste un legs à titre universel. On ne peut pas transformer la volonté de léguer un morceau en une volonté de léguer l'univers entier, selon eux. Mais c'est un vertige absolu, cette histoire, ça. Ah, c'est un vrai casse-tête. Si on résume, les profs de droit à l'UNIF, les auteurs des manuels que tous les notaires lisent, ils se contredisent ouvertement. Comment un système peut fonctionner si la base est fracturée comme ça? Ce n'est plus du droit, c'est un lancer de dés. Et c'est exactement la situation du tribunal de Bruxelles en 2024. Ils sont face à un texte ambigu, des héritiers qui veulent s'entretuer et une doctrine complètement schizophrène. Alors qu'est-ce qui fait le juge face à cette impasse? Méthode de dernier recours, le juge abandonne le débat purement théorique et il plonge dans la recherche de l'intention réelle du testateur. Il essaye de guerre les pensées de Jean B, des années après. Il doit faire abstraction du chaos extérieur. Il décortique chaque mot pour comprendre ce que cet homme-là essayait de faire ce jour-là, en 2016. Et donc, le 25 avril 2024, le coup de marteau tombe et le juge donne raison à qui? Aux enfants. La balance penche en faveur de Sarah et Bernard. Le legs est officiellement qualifié à titre universel. Donc Jean B n'a pas transmis la propriété absolue à sa femme? La tarte aux pommes reste au milieu de la table. Exactement. Le raisonnement du juge est d'une froideur chirurgicale. Il s'est rallié à la thèse du professeur Ronchon. Sur la sémantique du mot part. Voilà. Le tribunal a dit que l'utilisation de l'expression « ma part non réservatoire », ce n'était pas un accident de plume. Ah, il considère qu'il savait très bien ce qu'il écrivait? Pour la justice, ce vocabulaire prouve qu'il avait conscience de la réserve due à ses enfants et qu'il a choisi de léguer une portion. Et en disant « part », il laissait implicitement le reste du patrimoine, la fameuse réserve, en nature pour ses enfants. D'accord, mais attends, comment le juge a pu balayer l'argument de la femme Koa? La clause de substitution avec Micheline et Gertrude, ça semblait redoutable quand même. C'est la partie la plus intéressante de la mécanique du jugement. Le juge ne rejette pas du tout l'intention de cette clause. Ah bon? Il en fait quoi alors? Il la compartimente. Il dit oui, c'est vrai, Jean B voulait avantager la lignée de son épouse, mais, et c'est un énorme mais, Mais quoi? mais cette volonté, elle s'appliquait exclusivement à cette portion mathématique précise. Oh, je vois. Le fait d'avantager la belle famille sur une fraction, ça ne prouve pas qu'il voulait déshériter ses propres enfants du reste de la propriété physique. C'est exactement ça. La justice exige une proportionnalité. Une intention sur un morceau de la tarte ne contamine pas l'assiette entière. C'est un niveau de nuance incroyable. Le vocabulaire mathématique a littéralement écrasé l'intention émotionnelle globale de la femme. 4 petites lettres. Le mot « part » a suffi à verrouiller la maison dans l'indivision. Ce qui nous ramène à la réalité du terrain, qui est d'une brutalité concrète pour le coup. Les parties sont donc reconnues en état d'indivision sur tous les actifs. Oui. Et la conséquence directe, c'est l'activation immédiate des mécanismes de liquidation. Le tribunal a constaté qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Tu m'étonnes. Donc ils ont nommé d'office un notaire liquidateur, maître Jacques D. Et il a quoi comme mission, lui? Une mission colossale. Il doit faire les comptes, liquider et partager matériellement tout le patrimoine. Faut quand même s'arrêter 2 secondes sur l'ironie douloureuse de cette conclusion. Le dossier y commence en février 2019. Pendant 5 longues années, il dépense une énergie folle. Des frais d'avocat astronomiques, des dizaines de pages de conclusions. Ils vivent dans une tension permanente. Et tout ça pourquoi? Pour que la justice les libère les uns des autres. La femme voulait la maison, les enfants voulaient s'imposer. Et au final, après une demi-décennie de guerre, le juge les condamne à la situation exacte qu'ils voulaient éviter, le huis clos.
C'est ça. Ils sont forcés de se retrouver dans la salle de réunion impersonnelle de Maître Jacques D. Ils vont devoir s'asseoir autour de la même table, faire l'inventaire de chaque foutu tapis, estimer les cuillères en argent et négocier le sort de chaque brique de la maison. Ils reviennent à la case départ, mais avec 5 ans de rancune en plus. L'indivision conflictuelle, les praticiens du droit appellent ça un enfer juridique. Je comprends pourquoi. C'est censé être provisoire, mais ça se transforme en paralysie totale. Réparer une fuite, payer une taxe, vendre, sans consensus, rien n'est possible. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? La grande leçon de cette histoire, c'est la tyrannie du vocabulaire. Ah ça oui, pour la loi, le choix d'un terme mathématique prend le pas sur les sentiments. Le juge ne cherche pas l'amour ou la passion, il cherche une structure logique. Et dire qu'une simple consultation préventive chez un notaire aurait tout changé. Prendre une petite heure pour faire relire son bout de papier. Poser la question de la différence entre universel et à titre universel, ça aurait coûté tellement moins cher financièrement et psychologiquement qu'une guerre de 5 ans. L'autonomie du testament manuscrit, c'est un pouvoir immense, mais ça demande une rigueur que les gens normaux n'ont pas forcément. Mais tu sais, ça soulève une réflexion encore plus vertigineuse pour clore notre analyse. Parce que là, on parle d'un testament écrit à l'encre sur du papier. Avec une démarche formelle, oui. Mais aujourd'hui, la société, elle s'éloigne totalement de ce formalisme. Nos communications les plus intimes, elles se font par SMS, par mail. C'est un vrai basculement civilisationnel. Et ça promet des défis juridiques sans aucun précédent. Bah oui, si un texte pesé, formel, demande 50 bagarres pour être compris, qu'est-ce que ça va être dans 20 ou 30 ans? Les tribunaux devront statuer sur des bribes de vie numériques. Imagine, rechercher l'intention d'un défunt dans un brouillon de mail écrit à 3 heures du matin. Ou un texto tapé à la hâte, plein de fautes de frappe? C'est un cauchemar prospectif pour les juristes. Grave. La justice devra peut-être décider si un emoji pouce en l'air envoyé à un enfant vaut consentement. Ou si un clin d'œil à la fin d'un message WhatsApp annule complètement la portée d'un legs. L'écran de fumée de l'intention sera juste impénétrable. Savoir qui gardera les clés de la maison familiale un jour, ça dépendra peut-être de l'analyse sémantique d'un vocal de 10 secondes sur un répondeur. Voilà qui donne envie de tourner 7 fois son pouce avant d'appuyer sur le bouton envoyer dans le groupe WhatsApp de la famille. C'est clair. Ça laisse vraiment à réfléchir. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir guidés dans cette affaire fascinante. Merci à toi, c'était un plaisir. Et n'oubliez pas, choisissez bien vos mots, surtout s'ils sont au fond d'un tiroir.